Ça y est, vous venez d'acquérir votre première boîte de Battletech, la Beginner Box. Vous déballez tout, prêt à faire joujou avec les 2 BattleMech fournis dans la boîte. Mais là, problème. Tout est en anglais et vous ne pigez pas un mot du livret de règles. Pas de panique, nous allons voir tout ça ensemble dans cette vidéo. La Beginner Box dispose d'un scénario d'entraînement opposant 2 BattleMech, le Griffin 1N et le Vindicator 1SIC. Chaque joueur lance 2 dés à 6 faces. Le perdant sera le défenseur et placera son mech en premier sur n'importe quel hexagone complet situé au sud de la carte. Le gagnant, lui, se placera au nord. Battletech est un jeu d'affrontement qui oppose 2 joueurs, chacun contrôlant un ou plusieurs BattleMech. Tour à tour, les joueurs vont déplacer leurs unités sur la carte hexagonale et tirer sur leurs ennemis jusqu'à la destruction complète de leur adversaire. Chaque tour de jeu est divisé en phases. La phase d'initiative, la phase de mouvement et enfin la phase d'attaque. Chaque joueur se munit de la fiche correspondant à son BattleMech. Les joueurs lancent ensuite chacun 2 dés à 6 faces. Celui qui aura le plus gros score au dé jouera en dernier. Ça peut paraître contre-intuitif, mais je m'explique. Ici, jouer en dernier présente l'énorme avantage de pouvoir réagir au déplacement de son adversaire. Vous pouvez par exemple vous mettre à couvert, dans son angle mort, hors de sa portée de tir, etc. etc. Bref, ça vous permet d'optimiser votre positionnement. Durant la phase de mouvement, on a le choix entre 4 types de déplacements. On peut juste rester sur place, marcher, courir et sauter. Chaque type de déplacement vous donne la possibilité de dépenser un certain nombre de points de mouvement, indiqués sur la fiche de votre mech. Par exemple, le Griffin peut marcher jusqu'à 5 cases, courir jusqu'à 8 et sauter jusqu'à 5. Un BattleMech ne peut se déplacer que vers la case à laquelle il fait face. Si vous voulez vous déplacer en diagonale par exemple, il faudra changer l'orientation de votre mech, ce qui vous coûtera 1 point de mouvement. Exemple ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de mouvement utilisés. Vous pouvez également vous déplacer en marche arrière, mais uniquement si vous choisissez de marcher ou de sauter. Sur la carte, vous trouverez des cases marquées comme Heavy Woods pour forêt dense ou Light Woods pour forêt claire. Afin de symboliser la difficulté à piloter son mech entre les arbres, entrer sur une case Light Woods vous coûtera 2 points de mouvement au lieu d'un seul pour une case classique. De même, entrer sur une case Heavy Woods vous coûtera 3 points de mouvement au lieu d'un seul. Exemple ici avec mon Griffin qui dispose de 5 points de mouvement lorsqu'il marche. 1, 2, 3, 4, 5. Cette pénalité de mouvement peut être contournée grâce au saut. Tous les BattleMech n'en sont pas capables, mais le Griffin, lui, peut le faire jusqu'à 5 cases. Sauter vous permet de vous déplacer en ignorant le terrain, ainsi que le coût en points de mouvement si vous souhaitez changer l'orientation de votre mech. Exemple ici avec le Griffin, que je fais sauter de 4 cases à travers les bois sans avoir à payer le surcoût en points de mouvement. Je peux également librement choisir l'orientation du mech une fois arrivé à destination, et ce sans dépenser de points de mouvement supplémentaires. Une fois votre mouvement effectué, vous allez placer un dé à côté de votre figurine en fonction de plusieurs critères. Un dé blanc si vous avez marché, un dé noir si vous avez couru, un dé rouge si vous avez sauté. Le chiffre à afficher sur le dé dépendra du nombre de cases que vous avez parcourues lors de votre phase de mouvement. Mettez un 6 si vous vous êtes déplacé de 2 cases ou moins, un 1 si vous avez bougé de 3 à 4 cases, un 2 si vous avez bougé de 5 à 6 cases, un 3 si vous avez bougé de 7 à 9 cases, et enfin un 4 si vous avez bougé de 10 cases ou plus. Ce dé vous servira d'aide-mémoire pour la phase d'attaque. Petite remarque au passage, le manuel du jeu préconise l'utilisation de ce schéma de couleurs, mais seuls des dés blancs sont fournis dans la boîte. C'est un peu radin.
Pour qu'un battle mech puisse tirer sur un autre, l'attaquant doit d'abord vérifier que sa cible se trouve dans son arc de tir. Ce dernier s'étend sous la forme d'un cône de 3 cases de large devant lui. À l'image, ça donne donc ça. Il faut ensuite déterminer si votre mech a bien son adversaire dans sa ligne de vue. Pour le savoir, il suffit de tracer une ligne droite et de compter le nombre d'obstacles entre les deux battle mechs. Une case Light Woods compte comme 1 point d'obstacle. Une case Heavy Woods compte comme 2 points d'obstacle. Si un total de 3 points d'obstacle ou plus vous sépare de votre cible, elle est considérée comme non visible. Si la ligne que vous tracez entre les deux battle mechs passe entre deux cases, par exemple ici une case de Light Woods et une case de Heavy Woods, c'est le joueur qui est la cible de l'attaque qui décide de la case qui sera prise en compte dans le calcul de la ligne de vue. Quoi qu'il arrive dans cet exemple, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, les deux battle mechs ne se voient pas. A noter que pour le décompte des points d'obstacle, seules les cases entre les deux mechs sont prises en compte. Par exemple, si votre adversaire est sur une case Heavy Woods, cette dernière ne compte pas dans la détermination de la ligne de vue. Ici, il n'y a aucun obstacle entre les deux battle mechs, la ligne de vue est donc dégagée. Pour déterminer la difficulté du tir, Battletech utilise un moyen mémotechnique appelé le GATOR pour Gunnery Skill Rating, Attacker Movement Modifier, Target Movement Modifier, Other Modifiers, Range Modifiers. La Gunnery, c'est tout simplement la compétence au tir de votre mech warrior. Il est noté sur la fiche de chaque mech. Par exemple, le pilote du Vindicator a ici une compétence au tir de 3. Le modificateur de mouvement de l'attaquant, lui, est déterminé par le type de mouvement que vous avez effectué avec votre mech lors de la phase de mouvement. Rappelez-vous, ça correspond à la couleur de votre dé. Si vous n'avez pas bougé, c'est donc un dé blanc affichant un 6, ce qui induit un modificateur de 0. Si vous avez marché, c'est encore un dé blanc pour un modificateur de +1 au test. Si vous avez couru, c'est un dé noir et le modificateur passe à +2. Enfin, si vous avez sauté, c'est un dé rouge qui fait passer le modificateur à +3. Dans le jeu, ça symbolise tout simplement le fait que plus vous bougez vite, plus c'est difficile pour vous de viser correctement. Le modificateur de mouvement de la cible, cette fois, est déterminé lui par le nombre de cases que votre adversaire a parcouru lors de sa phase de mouvement. Cette fois, regardez le chiffre du dé de votre adversaire et rajoutez le modificateur à votre test de tir. Plus votre adversaire se sera déplacé loin, plus il sera difficile à toucher. Les autres modificateurs du test incluent le terrain. Pour chaque case de Light Woods entre vous et votre adversaire, en comptant cette fois la case où se situe votre ennemi, on rajoute un malus de +1. Dans le cas où ce serait des Heavy Woods, on rajoute un malus de +2. Enfin, le dernier modificateur concerne la portée de vos armes. Sur votre fiche de mech, vous pouvez voir la portée de chacune de vos armes, symbolisée par un nombre. Par exemple, mon PPC ici peut tirer jusqu'à 18 cases de distance. Cependant, plus votre cible sera éloignée et plus elle sera difficile à toucher. Exemple avec le PPC. Si ma cible est à 6 cases de distance ou moins, je suis considéré comme étant à courte portée. Je n'aurai donc aucun malus à mon test. Si ma cible est entre 7 et 12 cases de distance, je serai à moyenne portée, ce qui induit un malus de +2. Si ma cible est entre 13 et 18 cases de distance, elle sera considérée comme étant à longue portée et j'aurai un malus de +4 à mon tir. Pour finir, si la cible est à plus de 18 cases de distance, je ne peux tout simplement pas tirer dessus avec mon PPC. Bon, ça a l'air de faire beaucoup de calculs tout ça, mais au final, c'est juste une question d'habitude. Récapitulons. Phase d'initiative, le Griffin lance les dés et obtient un 8. Le Vindicator, lui, obtient un 5. C'est donc le Vindicator qui jouera en premier. Ce dernier décide de marcher et dépense donc 4 points de mouvement pour se déplacer de 3 cases. Comme il a marché, j'utilise donc un dé blanc et ce dernier affiche le chiffre 1 car il s'est déplacé de 3 cases.
C'est maintenant au tour du Griffin qui lui aussi va marcher pour pouvoir reculer d'une case. Comme il a marché, j'utilise un dé blanc, et comme il ne s'est déplacé que d'une case, ce dernier affiche le chiffre 6. On passe maintenant à la phase d'attaque. Le Vindicator va commencer. Le Griffin adverse est bien dans son arc de tir, et étant donné qu'il n'y a aucun obstacle entre les deux, la ligne de vue est dégagée. Je décide donc de tirer, et je commence par regarder la compétence au tir de mon pilote qui est de 3. Ensuite, je regarde le type de mouvement que j'ai effectué. Étant donné que j'ai marché, j'ai un malus de +1. Mon adversaire, lui, s'étant déplacé de 2 cases ou moins, comme signifié par son dé qui affiche un 6, me donne donc un modificateur de 0 sur mon tir. Étant donné qu'il n'y a aucun obstacle entre nos deux mecs et qu'aucun ne se situe sur une case de bois, aucun modificateur de terrain ne va s'appliquer. 7 cases me séparent du Griffin adverse. En gardant cette information en tête, je regarde maintenant avec quelles armes je peux tirer. Je ne pourrai pas utiliser mon Small Laser car celui-ci a une portée maximale de 3 cases. Si je tire avec mon Large Laser, je serai considéré comme étant à moyenne portée et aurai donc un malus de +2. Si je veux toucher mon adversaire avec mon Large Laser, il va donc falloir que je fasse un score supérieur à 6 avec 2 dés à 6 faces. Avec mes LRM10, je serai considéré comme étant à courte portée, et je n'aurai donc aucun malus à mon tir. Il me suffira donc de faire 4 ou plus avec 2 dés. Avec le Medium Laser, je serai considéré comme étant à longue portée, et aurai donc un malus de 4. Il faudra donc cette fois faire 8 ou plus avec mes 2 dés. Si vous réussissez votre test, il faut maintenant déterminer l'endroit du mec adverse que vous allez toucher. Pour cela, il faut se référer au petit tableau Make Hit Locations et lancer 2 dés de 6 pour chaque tir réussi. Admettons que je réussisse mon tir avec mon Large Laser et que je fasse ensuite un 9 sur le tableau Make Hit Locations. J'infligerai donc 8 points de dégâts sur la jambe gauche du mec adverse. Vous pouvez aussi vous référer aux chiffres inscrits sur le schéma de l'armure à droite de la fiche de mec. Dans le cas des lanceurs de missiles, c'est un peu plus particulier. Si vous réussissez votre tir, il faut ensuite vous référer à la Cluster Hits Table qui permet de déterminer combien de missiles vont effectivement toucher la cible. Par exemple, je réussis mon tir avec le LRM10 de mon Vindicator qui tire, comme son nom l'indique, 10 missiles. Admettons que je lance ensuite 2 dés à 6 faces et obtienne un 10. Le tableau m'indique que 8 missiles atteindront le Griffin adverse. On détermine ensuite l'emplacement de la frappe en lançant 2 dés de 6 comme d'habitude. Mais pour les LRM, on doit effectuer un lancer d'emplacement de la frappe tous les 5 missiles qui touchent. Pour les SRM ou missiles à courte portée, on effectue un lancer d'emplacement de la frappe pour chaque missile qui touche. À la fin de votre tir, n'oubliez pas non plus de décompter vos munitions si jamais vous en avez utilisé. Il suffit ensuite de reporter les dégâts sur le schéma du BattleMech. Si une pièce d'armure est totalement recouverte, elle est détruite, et les armes qui sont dessus avec. L'emplacement des armes est d'ailleurs indiqué à côté de leur nom sur la fiche de mech. Si jamais, lorsque vous déterminez l'emplacement de la frappe, cette dernière touche une partie du mech déjà détruite, il suffit de reporter les dégâts sur la partie suivante indiquée par une flèche. Si vous détruisez le torse gauche, le bras part avec. Idem pour le torse droit. Si vous détruisez une ou les 2 jambes d'un mec, celui-ci ne pourra plus se déplacer ni changer l'orientation de son regard. Il pourra cependant toujours utiliser ses armes valides. Lorsque la tête ou le torse central d'un mec sont détruits, celui-ci est hors combat. La partie se termine lorsque toutes les unités d'un joueur sont détruites. Il est à noter que même si les joueurs effectuent leur phase d'attaque à tour de rôle, la résolution des dégâts est considérée comme simultanée. Par exemple, si le Griffin tire en premier et détruit le bras droit du Vindicator, l'empêchant ainsi d'utiliser son Large Laser, cela n'empêchera pas ce dernier, lors de sa propre phase d'attaque, de tirer quand même avec. Les effets de destruction ne sont pris en compte que lorsque les 2 joueurs ont fini leur phase d'attaque. Une fois cette dernière terminée avec chaque BattleMech à tour de rôle, on démarre un nouveau tour avec une nouvelle phase d'initiative, et ainsi de suite. En plus des 2 figurines,
La Beginner Box propose pas mal de contenu pour étayer vos parties. Le Griffin et le Vindicator fournis dans la boîte ont chacun 2 fiches de mech, chacune correspondant à une variante qui dispose par conséquent d'un armement et de capacités de déplacement différentes. Vous trouverez aussi des silhouettes en carton qui vous permettront de jouer avec 2 autres Battle Mech, en l'occurrence un Locust et un Thunderbolt, chacun également décliné en 2 variantes. De quoi faire du 4 contre 4 une fois que vous serez suffisamment à l'aise avec les règles de base. La prochaine étape, c'est de passer à la boîte de base A Game of Armored Combat, qui contient 8 Battle Mech ainsi que l'essentiel des règles pour jouer en tournoi. À cette occasion, le livret de règles passe de 12 à 56 pages. Autant dire que ça se complexifie légèrement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Résumer toutes ces règles n'a pas été facile et j'espère avoir été suffisamment clair. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous donnera envie de vous y mettre, que ce soit pour la peinture ou pour le jeu, et que vous y prendrez autant de plaisir que moi. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. A très vite pour une prochaine vidéo.